Bonjour à vous. Pour ce premier billet des mangeurs libres en vidéo, j'avais envie de vous partager des réflexions autour de plusieurs choses qui m'habitent en ce moment, notamment l'expression en mai, fais ce qu'il te plaît. Le partage aussi que m'a fait une participante à un de mes webinaires et qui me confiait que quand elle a entendu l'expression mangeur libre, ça ça lui a pas fait un grand, «oui». Au contraire, ça a plutôt créé, de la réticence chez elle, de l'inhibition et voilà, je peux imaginer ce qui s'est passé, pour elle et puis je vais vous en parler et puis aussi toujours autour, finalement de la notion de liberté, hem, ce qui, peut nous habiter autour de cette, approche du déconfinement qui va être, un retour à une certaine forme de liberté, mais toujours sous contrainte et profiter de cette expérience que nous allons être très, très, très nombreux à partager pour, voir un petit peu ce qui se passe à l'échelle de nos états du mois et voir comment on peut, établir un dialogue intérieur harmonieux pour, essayer de retrouver une, plus grande sérénité par rapport à toutes ces choses qui peuvent bien nous émotionner. Donc déjà concernant, cette expression «en mai, fais ce qu'il te plaît», le vécu que j'ai en ce moment, c'est qu'elle m'habite comme un credo ou comme une promesse. Comme si ma pichounette, ma petite fille, intérieure, se raccrochait à cette, promesse pour tenir bon, dans une période, qui n'est pas facile puisque, voilà, il y a des choses, qu'elle aime faire, qu'elle ne peut pas faire. On est en plein confinement, elle ne peut pas voir, comme elle veut les personnes qu'elle aime, elle ne peut pas, voilà, faire les activités, toutes les activités qui lui font plaisir et du coup, cette, cette expression comme un principe, elle s'y accroche pour tenir le coup. Du coup, je perçois ça, en moi et je prends soin d'accueillir, hem, la difficulté que ça va être puisque en mai, je vais pas faire tout ce qui me plaît. S'il s'agit, simplement de regarder ce qui se passe au niveau, du temps qu'il fait, de la météo, je je constate qu'en avril déjà, au premier rayon de soleil, j'ai envie de ressortir, les petites robes à fleurs, de marcher pieds nus dans l'herbe et je chope un rhume quasiment tous les ans ou au moins 1 an sur 2 puisque, voilà, je me trouve enrhumée, une année impaire et du coup l'année paire, mon parent intérieur réussit à cadrer ma pichounette pour lui dire: «Non, non, non, tu as vu ce qui s'est passé l'année dernière, donc tu mets un gilet» et cetera. L'année suivante, il y a une forme de relâchement ou de surexcitation de la pichounette avec ses idées, bucoliques, de champs de fleurs et son impatience à retrouver, la chaleur du soleil et du coup, je chope un rhume, une année sur 2. Donc j'ai déjà avec le recul de mon état adulte, la part de moi qui analyse froidement, objectivement les choses, hem, la l'expérience que l'expression «en mai, fais ce qu'il te plaît», elle est pas pleinement justifiée parce que même en mai, des fois, il fait froid et il se justifie toujours de mettre un gros gilet. Donc mon état adulte, qui me permet d'analyser de manière très rationnelle, très pragmatique, sans émotion les choses, il est d'un appui précieux pour, aider mon parent à cadrer, ma pichounette, spontanée et bucolique. Ça va être précieux par rapport, à la période de déconfinement parce que, hem, là aussi, j'ai observé en moi, comme une promesse ou comme, comment dire? Un espoir, que s'était fait ma pichounette, en se disant, «Allez, on va tenir pendant 6 semaines et puis au bout de 6 semaines, on va faire une méga teuf, on va inviter, les amis à la maison, on va se faire un méga hug, un grand câlin, de groupe et on va se rattraper, de ces semaines de privation, de câlins, d'embrassades et on va rattraper, le temps perdu». Et puis je sens une autre part en moi qui prend, plus de place à l'approche du déconfinement et qui, me dit, «OK, ça ce serait super chouette». Par contre, au vu, des informations que nous avons sur, la manière de
continuer à se préserver du virus et à ne surtout pas recommencer à favoriser la propagation, l'histoire du big hug collectif, ça risque d'être pas fonctionnel, pas opératif du tout. Et là, je sens en moi, je vais vous montrer sur le schéma, pour que ce soit plus simple, je sens en moi cette étape pichounette qui est pas contente du tout parce que c'est pas ce qu'elle avait prévu. Elle avait prévu que après la pluie, le beau temps, que après l'effort, le réconfort et après la privation de liberté, la liberté totale. Pour l'enfant intérieur, il y a comme une quête ou une aspiration, une forme de loi d'équilibre qui dirait autant j'ai été privée, autant je vais compenser. J'ai pas vu les amis, c'est pas grave. Je vais les voir, mais alors je vais les voir vraiment plein pot et on va compenser tout ce temps perdu et qu'on n'a pas pu passer ensemble. C'est ce qui peut se produire aussi dans notre comportement alimentaire quand nous nous privons. La privation, pour l'enfant intérieur, notamment quand il y a une promesse avec un régime qui est la promesse de perdre du poids, et que notre enfant se dit « Ok, allez, on y va, je fais des efforts, d'accord pour la restriction, par contre derrière, il faut que ça paye. » Voilà. Et si notre enfant s'aperçoit au bout de quelques semaines, mois, parfois même seulement au bout de quelques jours d'efforts, que les résultats ne sont pas ceux qu'il escomptait, eh ben, il peut partir en sucette et se mettre à tout compenser et récompenser les douloureux efforts qu'il a faits. Donc cette notion de liberté dans l'alimentation, elle est aussi sensible que la notion de liberté qu'on peut avoir dans les autres domaines de notre vie avec une quête d'équilibre et le risque, si on laisse le pilotage à notre enfant, de partir dans des excès quand il n'est pas cadré. Du coup, comment gérer comment cadrer l'enfant, mais avec bienveillance pour que ce soit doux pour lui et pour que nous ne souffrions pas, et que ce soit en tout cas le plus doux possible pour nous. La souffrance n'est pas toujours évitable, mais on peut faire en sorte de mettre de la douceur autour pour que ce soit plus viable. Toujours dans le schéma des états du moi, on a un enfant qui aspirait à quelque chose de très festif pour se récompenser, et puis on a un adulte qui est en train de lui dire ça va pas pouvoir se passer comme ça, parce que si ça se passe comme ça, il va y avoir des risques, et tous les efforts que tu as faits risquent d'être anéantis. Pour que le message passe auprès de notre enfant intérieur, on a besoin de ce parent bienveillant qui va déjà accueillir sa déception, sa frustration, sa tristesse, parce que notre enfant a des besoins authentiques. Le fait d'être avec des amis, d'être avec la famille, de partager, d'être en contact peau à peau, tactile avec les personnes qu'on aime, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Et du coup, c'est pas un caprice de notre part d'être frustré, de ne pas pouvoir faire toutes ces choses merveilleuses. C'est pas un caprice, c'est vraiment une douleur parce qu'on en a le besoin. Du coup, notre parent intérieur va pouvoir expliquer à notre enfant quelles sont les valeurs au service desquelles vont se porter ces efforts. Voilà. Le parent intérieur, c'est le garant de nos valeurs. Nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qui compte, ce qui donne du sens à notre vie. Et c'est ce pourquoi on est en mesure de mobiliser notre courage quand quelque chose génère de la souffrance, mais que voilà, c'est quand même important de faire ce qu'il y a à faire, de faire ce qui compte. Et là, le parent peut expliquer à notre enfant intérieur, ok, ma chérie Pichounette, ok, mon chéri Pichounet, j'accueille ta douleur, j'accueille ta souffrance. C'est dur. Et on préférerait que ce soit autrement. Mais il y a cette valeur, il y a ce qui compte, qui est protéger ceux qu'on aime, de nous protéger nous-mêmes de cette maladie dont on ne sait pas grand-chose. Seulement, voilà,
en gros, comment elle se transmet. Et effectivement, tous ces câlins, ces contacts présentent un risque. Donc je sais que c'est dur, mais parce que ça compte et parce que parmi les gens qu'on aime, il y a des personnes fragiles. On va rester vigilant. On va rester vigilant. Mais ce que je te propose, c'est qu'on trouve d'autres solutions pour leur témoigner notre amour, pour leur témoigner notre affection. Et même si ça ne peut pas passer autant qu'on le souhaiterait par ce contact qui nous est précieux, mais je te propose qu'on réfléchisse à d'autres modalités créatives qui vont nous permettre de leur témoigner tout l'amour qu'on a pour eux. Quand ma petite fille intérieure entend ça, dans un premier temps, elle est très émue. Voilà, ce qui est une vraie tristesse. Mais de se sentir entendue par ce parent bienveillant qui reconnaît son besoin, déjà ça lui permet de ressentir de l'apaisement. Et puis ensuite, d'entendre que, ok, cette modalité, le contact, les bisous, les câlins, elle ne pourra pas être ok. Mais on reste ouvert à d'autres modalités. Et là, on peut activer notre imagination pour regarder tout ça. Et bien ça lui met du baume au cœur. Et ça lui permet de voir que les choses ne sont pas fermées et de retrouver une forme d'apaisement. Du coup, elle est en train de réfléchir ardemment à ce qu'elle va pouvoir mettre en œuvre de créatif, de fantaisiste, de drôle, de ludique, pour partager des moments forts, intenses, beaux avec les personnes qu'elle aime. Pour en revenir au comportement alimentaire, il y a cette dame qui me partageait son émotion par rapport à l'expression mangeur libre. La liberté alimentaire, à la fois, nous y aspirons et en même temps, elle nous fait peur. Quand c'est notre enfant intérieur qui se retrouve tout seul à imaginer ou à gérer les incidences qu'elle va avoir. Qu'est-ce que c'est finalement que la liberté alimentaire? Dans la tête de notre enfant intérieur, souvent c'est je peux manger tout ce que je veux, comme je veux, et même pas mal. En gros, je prends pas de poids, je digère comme une fleur, voilà, c'est sans conséquence. Sauf que en vrai, l'adulte se réactive. En vrai, ça fonctionne pas. Je peux pas manger tout ce que je vois, tout ce qui me toque, sans qu'il y ait parfois des conséquences, parce que des fois ça me convient pas, parce que des fois j'ai pas faim, j'ai pas la disponibilité digestive pour ces mets, ou alors ce mets ne me convient pas parce que d'un point de vue physiologique, j'ai besoin de choses spécifiques à une période donnée. Donc la liberté alimentaire, c'est pas de manger tout ce que je veux, comme je veux. En tout cas, c'est à nuancer. Qu'est-ce que c'est pour moi un mangeur libre? C'est une personne affranchie des principes, des dogmes, des règles extérieures à lui-même, qui vont lui imposer de manger certaines choses ou de ne pas en manger d'autres, et qui du coup le coupe de sa régulation naturelle. Si nous nous écoutons, on a tous les régulateurs en nous pour cadrer nos appétits. On a la faim qui nous signale quand on a besoin de manger, les envies pour nous diriger vers les aliments qui vont répondre au mieux à nos besoins nutritionnels, le plaisir, le vrai plaisir, qui va nous permettre de sentir quand nous sommes en accord avec nos besoins, le déplaisir quand on fait fausse route, et puis le rassasiement, c'est-à-dire ce grand calme, cette absence de désir, cette absence de faim et cette absence de sensation de trop aussi, donc ce juste milieu où on est juste bien, pour nous quatre. Pour moi, le mangeur libre, c'est pas l'épicurien glouton qui mange tout ce voilà, tous les mets gourmands qui s'offrent disponibles à lui.
c'est l'épicurien authentique, c'est-à-dire la personne qui gère ses plaisirs dans le but d'atteindre le plus grand bien. C'est-à-dire justement cette paix, ce calme, ce rassasiement, ni trop ni trop peu, cette absence de douleur. Quand on est dans la restriction, qu'on craint de prendre du poids avec, à cause de certains aliments, ouais, la liberté, ça fait peur. Et souvent, on va être en recherche d'un cadre, de quelqu'un qui nous dise quoi manger, en quelle quantité, à quel moment de la journée. Mais ce cadre est une privation de liberté et à un moment donné, notre enfant intérieur risque de se rebeller, comme on expliquait tout à l'heure avec cette histoire de balance. Il y a un autre type de cadre qui est le cadre de notre parent normatif et bienveillant aussi, et qui va permettre, à la lumière de nos valeurs, et pas de règles extérieures, mais vraiment nos valeurs, ce qui nous appartient à nous, ce qui compte pour nous, notre santé, euh, notre confort, notre aisance, etc. À la lumière de ces valeurs-là, le cadre va être constructif et notre enfant intérieur va pouvoir adhérer avec davantage de sérénité. Voilà pour ce premier billet. Je vous invite à partager, si vous le souhaitez, vos commentaires, puis vos questionnements, vos interrogations en commentaire de cette vidéo. J'aurai plaisir à en prendre connaissance et à m'en inspirer pour les prochains billets, de sorte à être aussi au plus proche de ce qui vous intéresse et de ce qui vous habite en ce moment. Voilà. J'espère que ce billet vous aura apporté des éléments pour nourrir ce dialogue intérieur de vous à vous. Et puis je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour vous-même dans cette période délicate. Je vous souhaite la plus sereine possible. Je vous dis à bientôt.